Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre 19, transmission et stockage de l'information. Chapitre 19, on est bientôt au bout. Et on continue un petit peu sur la numérisation de l'information. Et ici, on va plutôt parler de la transmission d'un signal et le stockage de l'information. Et on commence dans cette première partie par les procédés de transmission, justement. Alors, plusieurs moyens de transmettre de l'information. Alors, via des ondes électromagnétiques. Premier type de propagation, la propagation libre. Donc ces ondes électromagnétiques, si vous voulez, vont se propager dans toutes les directions. Donc elles sont libres, elles vont se propager dans toutes les directions. Donc c'est souvent ce qu'on appelle la transmission hertzienne. Alors l'avantage, c'est que comme vous émettez dans toutes les directions, vous allez pouvoir réceptionner avec des récepteurs mobiles. Voilà, ça c'est l'avantage par contre. On affecte du coup, alors pas des fréquences spécifiques, mais plutôt une bande de fréquences spécifiques pour justement que les informations ne puissent pas se chevaucher. Donc je vous ai mis quelques exemples, mais il me semble que vous pouvez les retrouver dans votre livre. La télévision hertzienne, donc qu'on appelle TNT, donc qui a une bande de fréquences allouée, donc c'est officiel, entre 30 et 3000 MHz, méga pour M majuscule. Donc la radio hertzienne FM, entre 875 et 108 MHz. Voilà, le GPS, etc. Donc ça, c'est un premier mode de transmission, donc dit libre. Et puis un deuxième mode de propagation qui sera dit plutôt guidé. Donc cette fois-ci, votre information, elle va être transmise par des câbles électriques ou des fibres optiques, par exemple. Alors je vous représente ici trois types de fibres optiques. Donc c'est une coupe de la fibre optique, pardon. Donc vous voyez l'intérieur de la fibre optique et les différentes couches. Ici, donc, vous avez en A une fibre multimodale à saut d'indice. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un cœur qui est un milieu d'indice de réfraction n et une gaine qui a un indice de réfraction n' différent de n. Et les deux indices de réfraction et l'angle avec lequel le rayon incident arrive sur la gaine vous permet d'avoir une réflexion totale ici. Alors en théorie, une réflexion totale, il y a forcément des pertes, on en parlera un tout petit peu après. Donc ici, il y a des réflexions successives au sein du cœur de la fibre. Donc alors on a un petit schéma, alors c'est très très schématique, la puissance du signal en entrée et la puissance du signal en sortie. Donc vous voyez qu'il y a une très grande atténuation. Voilà, c'est un modèle de fibre optique, on va dire, pas très optimal pour transmettre l'information. Un autre type de fibre multimodale à gradient d'indice. Alors le gradient, c'est une fonction mathématique, mais vous voyez en fait, il évolue pas. Alors c'est pas quelque chose de binaire comme ici, donc un indice de réfraction n et n' pour le cœur et la gaine, mais on a un indice de réfraction qui va évoluer, qui va être gradé en fait entre le cœur et la gaine. Et donc du coup, à chaque déplacement de l'onde, vous allez avoir des réfractions. Voilà, on change de milieu en fait à chaque instant. Et donc vous allez avoir une onde qui va rester à l'intérieur de notre fibre. Alors c'est du fait qu'il n'y ait que des réfractions cette fois-ci et plus de réflexion, on a un petit peu moins de pertes. C'est une fibre un petit peu plus efficace. Et puis un dernier type de fibre. En fait, on fait en sorte que le diamètre du cœur soit à peu près de la longueur d'onde, soit à peu près de l'ordre de grandeur des longueurs d'onde qu'on va utiliser. Parce qu'en fait, en réalité, vous allez pouvoir éviter tout phénomène de réflexion et donc de perte. Donc là, vous avez la longueur d'onde finalement correspond quasiment au diamètre du cœur de la fibre. Voilà, bon, c'est quelques petits exemples, vous ne figez pas sur
sur la technicité, parce que je ne suis pas du tout rentré dans les détails, hein, je ne vous ai pas fait de rappel sur réfraction, réflexion, c'est pas l'objectif ici, sachez juste qu'il existe des propagations guidées, hein, dans les câbles et les fibres optiques. Donc il y a des fibres, il y a pardon, d'autres câbles, hein, que vous connaissez aussi, hein, les câbles USB, les câbles RJ45 qui vous permet d'avoir Internet, les câbles VGA, alors qu'on utilise un tout petit peu plus peut-être au lycée, mais qui me permet par exemple de brancher la tablette au vidéoprojecteur ou les ordinateurs au vidéoprojecteur, les câbles HDMI, voilà, tout ça c'est de la propagation guidée. Donc j'en ai déjà parlé un tout petit peu en ce qui concerne la propagation guidée. Vous allez avoir ce qu'on appelle une atténuation ou un affaiblissement du signal. Alors bien évidemment ce serait trop beau, hein, si vous émettez un signal qui soit absolument pas dégradé au bout de quelques kilomètres. Et donc il y a une atténuation. Et donc on définit un coefficient d'atténuation linéique qui caractérise l'atténuation du signal entre l'entrée et la sortie d'un guide de transmission. Donc un câble, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, fibre optique ou câble électrique. Alors il y a si vous voulez, c'est une même définition, mais une fois on la rapporte à la longueur, et une fois elle n'est pas rapportée à la longueur, c'est une valeur dite absolue. Donc ici, l'atténuation, notée A, ce sera 10 fois log, alors vous reconnaissez un petit peu, hein, l'expression de l'intensité du niveau sonore, hein. On retrouve à peu près la même formule, en tout cas elle a à peu près la même tête, puisque l'atténuation sera donnée en décibels d'ailleurs. Donc on a 10 fois log de PE sur PS. PE sur PS, donc PE représente la puissance du signal d'entrée et PS la puissance du signal d'entrée. Donc on fait un rapport des deux, hein, pour voir pour évaluer la perte, et l'atténuation sera donnée par 10 log de ce rapport. Maintenant on peut rapporter cette atténuation, parce qu'elle va dépendre de la longueur. Donc on utilise beaucoup plus souvent l'atténuation, le coefficient d'atténuation linéique en fonction de la longueur du câble. Donc ici, on prendra juste la valeur de A et qu'on divisera par la longueur du câble. Donc cette fois-ci, l'alpha sera exprimé en décibels par mètre. Voilà, donc ça c'est une valeur intrinsèque à la fibre, hein, on ne tient pas compte de la longueur, c'est une atténuation intrinsèque, et là on va tenir compte de la longueur de la fibre que vous utilisez, ou du câble que vous utilisez, pardon. Donc voilà, c'est pour ça que souvent on vous préconise par exemple pour votre box, de ne pas tirer des câbles à fibre optique trop longs, parce que du coup vous allez avoir une perte trop importante du signal. Alors on a beaucoup évolué dans les types de fibres optiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a des fibres optiques qui sont très performantes, donc maintenant qui nous permettent d'avoir une propagation de signal peu détériorée sur de longues distances. Alors maintenant, c'est bien, on a vu comment transmettre un petit peu de l'information, et quelques paramètres qui influent sur la qualité du signal. Mais maintenant, il va falloir tenir compte aussi d'un débit qu'on appelle le débit binaire de données numériques. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre, hein. Ça mesure la quantité de données numériques que vous êtes capable de transmettre, en tout cas que votre guide est capable de transmettre par unité de temps. Bon, c'est tout simple, hein. Donc, si votre information elle contient n bits, pendant une durée delta t d'émission, votre débit binaire est défini par le nombre de bits divisé par la durée. Donc votre débit binaire aura comme unité bits par seconde. Voilà, tout simplement. Et là, on ne va pas plus loin dans les détails, hein. Le débit, il est simplement limité par la cadence avec laquelle les signaux sont émis par l'encodeur, l'émission, et le décodeur. Donc ça va dépendre des deux appareils que vous avez aux extrémités de votre guide. Voilà, donc pour l'instant c'est tout ce qu'il y a à retenir. Et on va s'arrêter là pour cette première partie avec les procédés physiques de transmission. On se retrouve dans une deuxième partie sur le stockage. Cette fois-ci, on parlera d'objets peut-être que vous n'utilisez plus du tout aujourd'hui, mais CD, DVD, Blu-ray.